Pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, vers 22 h, je vous représente tous mes invités. Thierry Lévy, vous êtes avocat, vous avez présidé l'Observatoire international des prisons de 2000 à 2004. Vous êtes l'auteur du Désir de punir, de Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, de Lévy oblige, et vous venez de publier Plutôt la mort que l'injustice, autant des procès anarchistes dans lesquels vous évoquez Proudhon, Bakounine, Kropotkin, Ravachol ou Émile Henry, qui fut guillotiné en 1894 après avoir commis plusieurs attentats sanglants dans Paris. Basile de Kock, vous êtes écrivain, satiriste, chroniqueur des Nuits parisiennes, vous êtes le président du groupe d'intervention culturelle Jalon, président à vie. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Une histoire universelle de la pensée, de Cro-Magnon à Stevie, d'une histoire universelle des religions, de Cro-Magnon à Raël, et vous venez d'écrire un manuel d'inculture générale dans lequel vous expliquez tout ce qu'il faut savoir, avoir l'air de savoir et tout ce qu'il convient d'en penser, un livre que vous avez dédié au nouveau ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, en disant que c'était un métier pas facile. Oxmo Puccino, vous êtes chanteur, écrivain, parolier, vous êtes parrain de l'UNICEF depuis le 20 novembre dernier. Votre dernier album, L'arme de paix, est sorti en mars, il est réédité avec un titre inédit, Quitte-moi, et vous publiez un recueil de vos textes intitulé Mine de cristal. Dounia Bouzard, vous êtes anthropologue du fait religieux, experte pour l'Union européenne sur la prévention de l'intégrisme. Time Magazine vous a désigné en 2006 comme héroïne européenne pour vos travaux sur l'islam. Vous êtes musulmane pratiquante, vous êtes l'auteur d'Allah a-t-il sa place dans l'entreprise? C'était une enquête sur les discriminations dans les entreprises françaises. Et votre prochain essai paraîtra en janvier sous le titre La République ou la burqa. Guy Sormand, vous êtes l'auteur de nombreux essais comme La solution libérale, Les vrais penseurs de notre temps, Le progrès et ses ennemis, L'économie ne ment pas. Vous venez de publier Wonderful World, chronique de la mondialisation, 300 textes courts rédigés au cours de vos voyages où vous observez la mondialisation à l'ouvrage. Enfin, Eliette Abécassis, vous êtes écrivain, votre premier roman s'intitulait Qumran, c'était en 1996. C'était un polar métaphysique, il a été traduit en 18 langues et adapté en bande dessinée. Aujourd'hui, vous publiez Le Messager avec Marc Crick et Séfarade où vous revenez sur vos origines et sur l'histoire des Juifs au Maroc. Commençons donc tout de suite par cette votation, ce référendum en Suisse qui interdit désormais la construction de nouveaux minarets et crée par la même occasion un débat en France. On va regarder d'abord un extrait du Soir 3 de dimanche dernier. Et jouant tous les pronostics, une écrasante majorité de Suisses, plus de 57%, a dit oui à l'interdiction de construire de nouveaux minarets. Une victoire inattendue pour la droite populiste qui avait lancé ce référendum aux accents ouvertement racistes. La preuve, ces affiches du parti UDC représentant une femme voilée devant un drapeau suisse sur fond de minarets dressés comme des missiles. Nous ne sommes pas contre la religion musulmane, mais nous sommes contre l'islamisme. Ces gens-là ont le droit de pratiquer leur religion. Mais le développement des minarets, des muezzins et de la charia vont à l'encontre de notre société démocratique et de notre liberté. Le gouvernement, les partis politiques et toutes les communautés religieuses avaient pourtant fait front contre cette initiative. Mais le résultat est là. Sur 26 cantons suisses, 4 seulement ont rejeté la proposition des extrémistes. Dounia Bouzard, je le disais, vous avez été très choqué par le résultat de ce référendum. Expliquez-nous pourquoi. Je suis choquée en tant que musulmane, comme une juive serait choquée si on s'attaquait à sa synagogue ou comme si un chrétien serait choqué parce qu'on s'attaque à son église. Mais c'est plus que être choqué. C'est avoir peur de ce que ça va provoquer, tout simplement parce que cette affiche met en avant un signe intégriste, parce que ce n'est pas un foulard, c'est bien une burqa qu'ils ont mis sur l'affiche, donc une femme recouverte d'un drap noir qui est le signe de secte salafiste bien spécifique. On la voit, hein, cette affiche, effectivement, où on voit des minarets... Avec une femme tout en noir, pas avec un simple foulard, comme le veut l'islam. Et de l'autre côté, le minaret, qui est par contre le symbole du culte, qui est le symbole du pratiquant, qui est un des piliers de l'islam. Donc, une fois encore, on prend les musulmans pour des intégristes, c'est-à-dire on sous-entend que prier, le minaret, symbole du lieu de culte, où le musulman se ressource pour aller vers les autres, ce serait un lieu où on préparerait des bombes et on surfe sur cette représentation où effectivement qui existe en France, c'est-à-dire que le musulman non pratiquant est accepté, le musulman qui prie fait peur. Dans l'enquête que j'ai fait dans les France entreprises, comme en Suisse.
En Europe, de manière générale, notamment depuis Al-Qaïda, depuis 2001, depuis septembre, c'est vrai que le musulman qui est pratiquant est suspecté, intégriste, surtout lorsqu'il prie. Le ramadan, ça semble festif, ça apparaît bien dans les entreprises, on tolère le ramadan, on comprend les fêtes religieuses, on peut ou on peut pas, l'alimentation, on fait des efforts aussi, mais la prière, ça reste quelque chose où on se dit cette personne veut imposer sa religion, sa vision du monde, elle est contre la laïcité, elle n'est pas capable de se remettre en cause. C'est celui qui prie est suspecté, se renfermer sur lui. Alors que pour beaucoup de musulmans, la prière au contraire est une ressource pour aller vers les autres qui ne sont pas comme lui. Alors, c'est vrai que mélanger un signe intégriste, la burqa, et le mettre en parallèle avec un des piliers de l'islam, c'est-à-dire la prière qui ressource n'importe quel croyant, c'est par définition presque donner du pouvoir aux intégristes, parce que je rappelle que le discours intégriste a besoin de la haine de l'Occident pour se justifier. Le discours intégriste raconte aux musulmans que l'Occident refuse l'islam et la pratique de l'islam, que bientôt il y a un complot qui va empêcher les musulmans d'être musulmans, que l'égalité c'est un leurre, que la laïcité c'est un leurre, que les croisades chrétiennes et l'inquisition sont encore là, que finalement tout le monde va se lier contre les musulmans. On connaît ces théories du complot, on sait ce que ça donne, et c'est le discours des intégristes. Donc je suis non seulement choquée, mais ça me fait peur qu'on puisse mettre en parallèle l'intégrisme avec la pratique religieuse, parce que justement, il y a vraiment quelque chose à faire attention, c'est ne pas prendre les musulmans pour des intégristes, mais ne pas prendre non plus les intégristes pour des musulmans. Or, nous sommes toujours dans cette double amalgame qui ne profite qu'aux intégristes. Guy Sormand. Ce référendum a une vertu paradoxale, c'est qu'il révèle le degré de malentendu, sinon de haine, entre les non-musulmans et les musulmans. C'est-à-dire que si l'on votait... Les Suisses ont voté par procuration d'une certaine manière, parce que si l'on votait en France, je suis persuadé qu'on aurait le même résultat, ou peut-être un résultat encore plus défavorable. Bon. Pensez que 57% des Français seraient pour interdire les minarets, écoutez, la construction de nouveaux minarets. Il y a déjà 20 minarets en France, pas plus. Non, mais le minaret, c'est pas un problème architectural, madame. Le minaret est évidemment le symbole d'autre chose. La question est parfaitement hypocrite. Absolument. Je pense, sans pouvoir le prouver, que si l'on votait dans toute l'Europe, et certainement en France, on obtiendrait le même résultat. Ce référendum peut avoir une utilité, c'est qu'il révèle l'ampleur du drame, c'est qu'il rend service aux intégristes, je suis tout à fait d'accord, et c'est qu'il appelle à des actions très concrètes. Et là, je dirais, le reproche, mais c'est un reproche collectif. Madame, on ne vous entend pas assez. Je veux dire par là que, d'une manière générale, si on connaît un peu les mondes musulmans... Non, mais si on... Oui, je suis d'accord. Mais si on connaît un peu les mondes musulmans en France et dans toute l'Europe, les musulmans sont des gens extrêmement modérés, qui veulent mener une vie familiale, paisible et dans le respect des lois de la République. Mais on les entend rarement. C'est-à-dire que, étant modérés, ils sont incapables de s'organiser. C'est le problème des modérés, c'est dans tous les pays. Est-ce que c'est pas un problème d'ailleurs d'employer le mot modéré? On ne dit pas chrétien modéré ou juif modéré. Écoutez, on ne dit que pour les musulmans, il suffirait de dire musulmans. Dans la bouche de Guy Sormand, c'est pas la même chose que de la bouche des journalistes. C'est vrai que dans la bouche des journalistes, on a tendance à râler en disant mais non, nous sommes des fondamentalistes. Nous qui sommes ouverts vers les autres et qui tendons la main aux non-croyants, aux juifs et aux chrétiens, et ce sont les intégristes qui sont très 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 modérés. Mais de votre bouche... Moi, j'utilise le mot modéré, parce qu'il faut se mettre d'accord sur des définitions. Disons que ce qui est tout à fait regrettable, mais c'est un reproche, c'est pas qu'il faut faire le reproche, il faut le faire à nous, aux médias, à vous, c'est que les musulmans dits modérés, on les entend pas beaucoup. Par définition, ils sont extraordinairement dispersés, par définition, ils sont incapables de s'organiser, par définition, ils n'ont pas de porte-parole, mais j'observe que chaque fois qu'il se produit des violences intégristes, tous les progressistes non musulmans protestent, les musulmans modérés, on les entend assez peu. Et c'est curieusement d'ailleurs par le truchement du cinéma, je pense à des films comme La Graine et le Mulet ou Blade Number One, qu'on voit